Mardi 8 novembre 2016, très heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici le sommaire. Le ministère de la Santé est désormais connecté à la fibre optique. C'est pour atteindre un maillage optimal du système sanitaire au Bénin. Les travailleurs de l'ONASA sont mécontents. Ils fustigent le traitement qu'on leur fait subir. Ils ont manifesté ce matin dans leur unité de production. Et on fera un tour à Marrakech. Le Maroc a pris la présidence de la COP22. Objectif, faire appliquer sur le terrain les accords de Paris. À suivre dans cette édition les propos de Salah-Eddine Mezoua. Il est le président de la COP22. C'était le sommaire. Bienvenue, bonjour. Lancement ce matin des travaux d'implantation de la fibre optique au ministère de la Santé, fruit du partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'est un pas pour réussir un maillage du système sanitaire de notre pays. Clotaire Awekoun, Alexis Segbemon. Mieux gérer les flux d'informations du système sanitaire de notre pays et assurer un maillage des communications avec les services déconcentrés du ministère de la Santé, que sont, entre autres, les hôpitaux de zone, les hôpitaux départementaux, les centres de santé. C'est l'intérêt de la desserte de la fibre optique au ministère de la Santé. C'est un plus pour une bonne prise en charge des urgences sanitaires, de la télémédecine, voire de la cybersanté. Les moyens de la communication et de l'information qui nous sont offerts aujourd'hui par la technologie, comme on dit, les nouvelles technologies, sont remarquablement aujourd'hui identifiés par la fibre optique comme le moyen le plus rapide, le plus performant. Ce moyen va nous permettre de faire circuler l'information pour que la médecine puisse être au bénéfice des populations, puisque c'est sa mission. Mais la fibre optique va aussi permettre de faciliter l'échange des connaissances entre les différents acteurs, rassembler l'information utile pour améliorer l'action. C'est notre jour aujourd'hui, grâce à l'OMS, grâce au soutien de l'OMS. J'allais dire grâce au soutien constant de l'OMS. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec les moyens les plus performants. Il faut exploiter de manière optimale les acquis de la technologie. Je crois que c'est dans cette logique-là que nous inscrivons. C'est pour cela que nous avons choisi de disposer de la fibre optique. Les travaux d'implantation de la fibre optique au ministère de la Santé vont durer 2 semaines. Et le haut débit de la toile planétaire prendra sa marque au niveau central du département ministériel en charge des questions de santé. Il est prévu une extension de ces acquis des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les directions départementales, dans les hôpitaux de zone sanitaire de notre pays. Et puis, ça grogne à l'ONASA. Les travailleurs sont mécontents. Ils l'ont fait savoir ce matin à la faveur d'un sit-in qu'ils ont organisé dans leur unité de production. Au cœur de leurs préoccupations, une rumeur sur la prochaine fermeture de l'ONASA. Petroni Lokosu, Rachida Biomama. Ils prennent le taureau par les cornes. Pour ces agents de l'ONASA, pas question de rester inactifs face aux menaces d'une suppression prochaine de cet office, disent-ils, indispensable pour la sécurité alimentaire au Bénin. Il y aurait des soupçons sur la disparition de l'ONASA. La mission de l'ONASA, c'est clair, c'est la sécurité alimentaire. Si l'ONASA disparaît aujourd'hui, comment le gouvernement va assurer la sécurité alimentaire? Comment le gouvernement ira au secours des sinistrés ou des victimes de catastrophes naturelles? C'est l'ONASA qui est cette structure-là qui aide le gouvernement à agir au moment opportun. Également dans la motion de protestation adressée à la direction générale venue accueillir les manifestants, d'autres revendications. Le lancement immédiat des activités bloquées à ce jour, la mobilisation des fonds nécessaires pour le paiement des arriérés de salaire et autres avantages dus aux travailleurs depuis avril 2016 à ce jour. L'implication du personnel, de la mise en œuvre
d'une quelconque réforme touchant l'ONASA. La régularisation immédiate de la situation des carrières de chaque travailleur du programme national des boutiques témoins. L'autorité, tout en reconnaissant la pertinence des revendications, appelle au dialogue. Je vais poursuivre les démarches que j'ai toujours entreprises avec vous. Les solutions que je peux trouver à mon niveau, vous savez bien que je me suis toujours évertué à les trouver avec vous. Mais ce que je ne peux pas, les solutions qui ne relèvent pas de mes compétences, je viens de recevoir votre document, je vais transmettre à ma hiérarchie. C'est sûr que d'échelon en échelon, nous allons trouver la solution. Mais sachez que la préoccupation que vous avez exprimée, je suis 100% d'accord avec vous, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec les slogans que vous lanciez tout à l'heure. Dans le calme, on fait mieux que dans le bruit. Le combat de l'amélioration des conditions de travail des agents de l'ONASA est ainsi engagé et pour une satisfaction de leurs doléances, d'autres actions sont prévues, cette fois-ci en direction de l'autorité ministérielle en charge de ce secteur. Les marins béninois sont à l'école de leurs homologues belges depuis le 30 octobre. Ils sont en formation militaire afin de mieux maîtriser les techniques d'intervention en mer. Bénédicte Possou et Blaise Adanko ont suivi une séance d'exercice. Des militaires béninois en plein exercice sous l'ordre des marins belges. C'est une série d'entraînements qui démarre. La finalité est de renforcer les aptitudes de la marine béninoise en toutes circonstances à des interventions en mer. On est ici dans le cadre du MCB, c'est Maritime Capability Building. Donc ça veut dire qu'il y a une coopération entre la Belgique et la Bénin pour faire des instructions des équipes de l'abordage contre la lutte piraterie. Le travail en équipe, ça c'est un de notre objectifs. Travailler dans toute sécurité avec leurs armes et avoir une attitude très professionnelle à rapport des bateaux qui vont faire l'abordage. C'est un exercice qui permet aux éléments de la marine d'intervenir efficacement sur un navire éventuellement attaqué ou un navire qui se trouve déjà sur les eaux territoriales du Bénin. C'est un exercice qui se passe en mer. Donc, le faire sur la terre, je ne vois pas si ça vous pèse vraiment. Non, je ne vois pas. Mais c'est un exercice qui se passe en mer. Et les couloirs, on les considère comme si des couloirs du navire, du bateau. Le métier du militaire, du marin, c'est s'entraîner tous les jours et chaque fois pour être apte à toute éventualité sur la mer, c'est tout. La formation prend fin vendredi par une démonstration des militaires béninois au port autonome de Cotonou. Radicalisation et extrémisme violent, deux comportements qui s'observent de plus en plus chez les jeunes. Comment prévenir et mettre les jeunes à l'abri? Un séminaire international s'y penche. Il regroupe à Cotonou les cadres des ministères en charge de la jeunesse des pays de l'espace francophone. Alain Dossuyovo, Edmond Ngbo. La montée de l'extrémisme dans le monde gagne progressivement le milieu de la jeunesse. C'est fort de ce constat que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et la Conféges ont voulu apporter leur contribution pour contrer ces déviances qui mettent en mal nos sociétés. Car il s'agit de mobiliser la jeunesse pour construire l'Afrique. La rencontre de Cotonou qui rassemble les pays membres d'Afrique francophone vise à susciter la réflexion sur la question. Ces dernières années, cette radicalisation a amené certains de nos jeunes à se retourner contre nous-mêmes et à commettre des actes de terreur inouïs par leur caractère violent et aveugle, c'est-à-dire sans discernement. Cette violence, qui est l'expression d'une certaine haine, est aussi un rejet du vivre ensemble, de la diversité, de la paix, de l'état de droit, qui sont des valeurs si chères à la francophonie. Le ministre des Sports a fait observer que la jeunesse béninoise n'est pas engagée dans l'extrémisme religieux, même si la menace n'est pas loin du Bénin. Le Bénin, à travers la mise en œuvre d'une politique orientée sur l'implication des jeunes eux-mêmes dans un certain nombre d'initiatives, de projets et même de réflexions, réussit pour l'instant
à éduquer, sensibiliser les jeunes et à les orienter sur ce qui pourrait être avantageux pour eux. Le Bénin est fier de partager cette expérience avec les pays de l'espace francophone, les pays frères et amis, mais le Bénin reste également humble et souhaite apprendre des expériences des autres pays. Plusieurs communications sont prévues pendant les 2 jours de ce séminaire qui rassemble les cadres des ministères en charge de la jeunesse des pays africains. Il s'agit pour eux de jeter les idées pour l'élaboration des politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Le Centre des arts et métiers de la femme de Parakou dispose désormais de plus de salles de cours. C'est l'œuvre de la fondation Ubi et Vinciane qui a inauguré un module de salles de classe, des classes équipées en mobilier par la mairie de Parakou. On fait le point avec Katnel Kakpo et Vitis Aroé. Voilà le geste symbolique qui marque l'inauguration de ce module de 2 classes au Centre des arts et métiers de la femme. Un bâtiment construit à environ 9 millions de francs CFA. Le CANF, dont la mission principale est de travailler afin de contribuer à l'autonomisation socio-économique de la jeune fille et de la femme dans un contexte de décentralisation et de déconcentration, a été créé en 2007 sous l'initiative conjointe de la mairie de Parakou avec 2 agences du système des Nations Unies. Mais la plus importante est celle qui nous rassemble ici ce matin, à savoir la fondation Ubi Vinciane. On est arrivé ici, on a fait la rencontre avec la coordinatrice et on est convaincu que ce centre va nous aider, on va collaborer avec vous pour pouvoir augmenter, renforcer les femmes, de leur permettre à être plus indépendantes, de leur permettre à augmenter leurs propres recettes et d'être plus autonomes qu'elles sont actuellement. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit des donateurs. Merci pour ce soutien que vous apportez à la femme en général et particulièrement à la femme béninoise. Au nom de mes amis et moi-même, je dis merci aux mères et toutes ces mamans qui nous ont donné ces jolies classes pour notre formation. Ubi et Vinciane est une fondation belge qui entend mener une collaboration fructueuse avec la mairie de Parakou. Et à quelques kilomètres seulement du Centre des arts et métiers de la femme de Parakou se trouve l'école primaire publique de Baka. Mais là-bas, les écoliers de cette école primaire manquent cruellement de salles de classe. Ils suivent les cours en plein air. Aucune infrastructure scolaire digne du nom n'existe au groupe C de cet établissement. Nestor Sela et Alexis Assoba nous y amènent. Nous sommes bien au groupe C de l'école primaire publique de Baka, une école située dans le 2e arrondissement de Parakou. Créée depuis 2008, le groupe C ne dispose pas d'un seul module de classe construit en matériaux définitifs. Elle avait été créée ayant 3 classes. Aujourd'hui, elle a évolué jusqu'à avoir 6 classes. Des 6 classes-là, nous avons un seul module construit en bois. Aujourd'hui, les 6 classes qui sont là, il y a 3 en apatam. On était obligé de laisser la classe du CM sous l'arbre. Une école mal lotie, sauf ce bâtiment construit en matériaux précaires par un opérateur économique de la ville de Parakou. Difficile de tenir des séquences de classe dans ces conditions. Ce tableau-là, regardez la grandeur de ce tableau et voyez les conditions. Les enfants sont exposés à chaque moment. Ils sont tenus de regarder à gauche et à droite. Quand ils ne suivent pas, ils sont distraits parce qu'il suffit qu'un véhicule passe, ils auront leur regard tourné vers la route. Quand il pleut là, vraiment, on ne peut pas rester dans la classe. On est obligé de sortir pour aller rester dans une autre classe. S'il y a soleil là, même le maître de la classe, il est obligé de se déplacer avec sa table banc. Il y a les feux, une tôle de feu qui nous sépare. Si bien que si l'autre est en train de crier là-bas, fait son coup là-bas, ça gêne celui qui est à côté de lui. Ces conditions d'études ne sont pas sans impact sur le rendement des apprenants.
Donc à la fin de l'année, on va dire qu'il n'a pas le résultat. Or, le résultat se prépare dès les CI, ce n'est pas au CM2 qu'on prépare le résultat de l'examen. Donc ces enfants-là, qu'est-ce qu'on peut retenir dans toute l'année? Là, c'est un cas. Maintenant, il y a les risques que ces enfants courent. Ils sont sous l'arbre actuellement. Le serpent perd sur l'arbre, il descend un jour. Une école qui n'a pas de bâtiment digne du nom, d'abord le travailleur est difficile. 8 ans après sa création, le directeur du groupe C ne dispose même pas de bureau. Une pilule amère avalée. Idem pour les écoliers de la classe de CM1. Ce qui est encore triste et décourageant, c'est que je suis à ma 30e année de service. Et mon bureau, c'est sous l'arbre là. Vous voyez que ça ne m'enchante pas, ça ne m'encourage pas. Quand la pluie tombe, on ne peut plus travailler. Notre école n'a pas de bâtiment. Sous l'arbre que les enfants restent. Nous-mêmes qu'on vende à l'école, il n'y a pas là où on vend. Il faut nous aider. Enseignants et parents d'élèves, plus qu'une doléance, c'est un cri de cœur. Que les autorités en place nous comprennent pour venir nous construire au moins un module de 3 classes. Nous souhaiterons au gouvernement de rupture, s'il peut venir en aide et à la population de Baka, ça serait un bon atout. Exposés à toutes les intempéries, ces apprenants ne souhaitent qu'une seule chose. Je veux en cas être dans une classe. Si ces écoliers seront les futurs cadres de demain, un minimum de confort s'impose pour une éducation de qualité dans un cadre adéquat. Restons toujours à Parakou pour évoquer le sport. Le club Kodomo ouvre ses portes aux pratiquants de judo à Parakou. Le dojo, un centre bien aménagé, est situé au quartier Transat. Sa mise en service a réuni plusieurs acteurs sportifs, des autorités politiques et administratives, ainsi que des populations. Shamsdine Baghiri, Alexis Assoba. Merci. Cette coupure du ruban par le directeur départemental des sports Bamoussa Boukari Ayouba lance officiellement les activités de Kodomo Judo Club de Parakou, présidé par maître Gabriel Afoyon, ceinture noire, première dan. L'idée est partie du constat que le Nord en général et Parakou en particulier ne regorge pas de cette discipline qu'on appelle le judo. C'est un sport qui tend à disparaître. Nous avons pensé que si nous ramenons le mode de fonctionnement à un niveau plus bas, ce serait plus accessible. Ce nouveau joyau mis en service est une opportunité pour les parents d'inscrire massivement leurs enfants compte tenu des vertus de cet art martial. Les judokas font partie des sportifs les plus solides du monde. Et lorsque votre enfant fait du judo, eh bien, il est solide dans le corps. Et si jamais vous avez des problèmes de nerfs avec vos enfants, le judo va les guérir. Chers parents, inscrivez massivement vos enfants au judo et vous ferez beaucoup d'économies en pharmacie. Inscrivez vos enfants au judo et vous constaterez qu'ils sont des gens intelligents. Parce que l'énergie que vous développez en eux va susciter leur intelligence. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, quelques parents apprécient cette belle initiative de Kodomo Judo Club de Parakou. Après avoir suivi toute cette démonstration, j'ai un garçon de 3 ans. Je pense qu'avant de rentrer à la maison, je vais l'inscrire. C'est une opportunité pour les Parakouas et je demande à tout le monde de saisir cette opportunité pour maintenir la santé. Le centre de judo Kodomo est ouvert tous les mercredis dans l'après-midi et les samedis matins. La 7e édition du tournoi de la PIDA a connu son épilogue à Malanville. La finale de cette grande compétition intercommunale dans la Liborie s'est soldée par la victoire de l'équipe de Kandi sur son homologue de Malanville. C'était au tir au but. Compte rendu, Ibi Kilou, Gounou Sero et Olviga Mensan. Mission accomplie pour les joueurs de Kandi.
Il remporte pour la 5e fois le trophée de l'APIDA, l'association pour l'intercommunalité dans la Liborie. Ceci au terme d'une finale âprement disputée face à la formation de Malanville. Les joueurs de Kandi, ici en noir, maîtrisent les premières minutes du match. Ils auraient même pu plier très tôt la rencontre, mais en face d'eux, un gardien de but impeccable. Malgré la passivité de sa défense, il arrête les assauts offensifs de Kandi. Kandi domine territorialement la première partie, mais s'est fait peur sur cette occasion franche de but des Oranges de Malanville. 0 but partout à la mi-temps, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'épreuve fatidique des tirs au but permet aux Noirs de faire la différence, 4 tirs contre 3. Grande désolation pour les perdants qui espéraient brandir le prestigieux trophée pour leur première fois. Dans une finale, il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. C'est au tir au but, ils nous ont gagné. Donc je pense que la victoire a choisi son camp. Je suis déçu par rapport à notre défaite, mais c'est la communauté de la Liborie qui sort grandi. Pour la 3e fois consécutive, Kandi est sacré champion du tournoi de l'APIDA et compte récidiver la prochaine édition à Banikwara. Les cyclistes béninois n'ont pas participé à la 29e édition du plus grand tour cycliste de la sous-région ouest-africaine, celui du Burkina Faso. Mais c'est une absence justifiée, c'est ce que nous dévoile la rédaction sportive de l'ORTB. Les écureuils cyclistes n'étaient pas au Burkina pour le Tour du Faso de cette année. Principale raison évoquée par la Fédération béninoise de cyclisme, le manque de moyens. Le Tour du Faso, le plus relevé de la sous-région ouest-africaine, nécessite une longue préparation, du matériel et un budget conséquent. Cette saison, la fédération était à 2 doigts d'abandonner l'organisation du Tour du Bénin. Outre les difficultés financières, on note une criade inefficacité dans la mobilisation des fonds du sponsoring. En décortiquant un peu plus, les responsabilités sont partagées dans cette absence du Bénin sur le Tour du Faso. La subvention tardive du ministère et le manque d'anticipation de la fédération qui savait depuis 1 an qu'elle devrait être à Ouagadougou. L'absence du Bénin est un coup dur pour les cyclistes béninois, surtout quand on sait que la compétition permet aux athlètes de progresser. Et on termine ce journal avec ce sujet en page internationale. On parle de la COP 22. Le Maroc, vous le savez, a pris la présidence au cours des travaux qui ont démarré hier lundi. Objectif, faire appliquer sur le terrain les accords de Paris. C'est un enjeu fondamental, comme l'explique d'ailleurs le président Salah-Eddine Mezoua. Vous l'entendrez, ainsi que Dielika Mokhtar Diallo. Elle est membre du réseau pour l'éducation au développement durable au Mali. L'Afrique est le continent qui est le plus interpellé par l'engagement dans une économie, dans un développement durable. Le développement durable nécessite des investissements et nécessite des choix. Les projets qui ont été développés, qui sont mûrs aujourd'hui, doivent trouver à côté du financement, de l'expertise et de l'accompagnement technologique. C'est sur ces 3 volets que nous avons travaillé et c'est ça qui va constituer l'essentiel des annonces pour les projets africains. Ce sont des propos recueillis par nos confrères de France 24. Il faut noter qu'au total, 195 pays participent à cette rencontre sur le climat. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, c'est tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, suivez-nous sur le www.ortb.bj.